Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, début du dernier chapitre de thermodynamique qui concerne les machines thermiques. Alors là, c'est un chapitre finalement assez appliqué de thermodynamique, c'est-à-dire qu'en termes de concept, on ne va rien voir de très nouveau. Tout va reposer sur le premier et le second principe de la thermodynamique. Donc ici, en fait, l'objectif de ce chapitre, ça va être d'appliquer les principes de la thermodynamique à des systèmes réels et voir comment finalement ces principes très généraux de la thermodynamique vont agir et vont expliquer le fonctionnement de moteurs, réfrigérateurs, etc. Et donc, toutes les machines que l'on va étudier ici rentrent dans la grande catégorie de ce qu'on appelle les machines thermiques. Donc les machines thermiques, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est des machines qui contiennent un fluide qui subit des transformations. Et ça permet de générer soit un travail, soit un transfert thermique. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont définies par rapport à leur cahier des charges. Donc, on va dire qu'une machine thermique est cyclique si le fluide revient à son état initial au cours du fonctionnement. Donc on peut penser par exemple à un réfrigérateur. Un réfrigérateur contient un fluide frigorigène qui effectue des cycles et qui revient périodiquement dans le même état. Donc là, on peut considérer que le réfrigérateur branché sur le secteur, une fois que son fonctionnement est établi et qu'on demande toujours la même température à l'intérieur, fonctionne de manière cyclique. Et donc, les machines thermiques peuvent échanger du travail et de la chaleur avec l'extérieur. Et donc ici, au fait, ce qui va être considéré comme le système, c'est le fluide, d'accord? Et donc, on va considérer que tous les transferts d'énergie avec l'extérieur, sous forme de travail ou de chaleur, sont comptés algébriquement. Donc, W ou Q sont supérieurs à 0 si le fluide reçoit de l'énergie avec ce transfert. W et Q sont inférieurs à 0 si le fluide cède de l'énergie à l'extérieur. Alors, à partir de là, il y a différentes grandes catégories de machines thermiques. Alors, la première grande catégorie, c'est les moteurs. Alors, les moteurs, quel est leur objectif? Eh bien, leur objectif, c'est de fournir du travail à l'extérieur. Donc, les moteurs, on est sûr d'une chose. On est sûr que W, le travail, sera négatif. Autrement dit, le fluide fournit un travail mécanique. C'est l'objectif même d'un moteur. Alors, un travail, on n'est même pas obligé de préciser mécanique, un travail à l'extérieur. Et donc, ce qui est assez étonnant à partir de là, finalement, c'est que, en gros, si on prend un moteur de voiture, on va dire qu'on a un mélange air plus carburant qui subit des réactions chimiques, qui dégage du gaz, qui pousse des pistons et qui crée un travail mécanique. Donc ensuite, le travail mécanique lié à une translation des pistons devient un travail mécanique lié à une rotation des roues, ce qui provoque l'avancée de la voiture. Ok. Eh bien, si on imagine par exemple une centrale nucléaire, au fait, c'est aussi une sorte de moteur. Pourquoi? Parce que dans l'idée, une centrale nucléaire, on va utiliser un réactif, donc radioactif, de l'uranium. La décomposition de l'uranium crée de l'énergie thermique transmise à de l'eau qui va subir des changements d'état. Ces changements d'état vont entraîner des turbines. Ces turbines vont mettre en rotation des parties mécaniques. Et donc, on va créer un travail mécanique à partir de chaleur. Donc ici, au fait, tout ce qui est centrale, on peut dire thermique ou nucléaire, ça va aussi rentrer dans la catégorie des moteurs. À chaque fois, on fournit un travail à l'extérieur. Alors, l'étape supplémentaire pour les centrales de production d'énergie, c'est que souvent, on va convertir derrière l'énergie mécanique en énergie électrique. Alors, les réfrigérateurs. Ici, quel va être le but? On fournit un travail au système, donc souvent un travail électrique, le système est branché sur le secteur, et l'objectif derrière, c'est d'aller prendre de l'énergie à une source froide, l'intérieur du réfrigérateur. Donc ici, l'objectif pour un réfrigérateur, ce sera d'avoir un transfert thermique reçu depuis le point le plus froid, depuis un point froid du circuit. Donc on va chercher à créer un transfert thermique positif depuis une source froide en consommant un travail électrique.
Pour une pompe à chaleur, alors en hiver, qu'est-ce qu'on va faire? On va vouloir envoyer, alors on va vouloir consommer de l'électricité pour transférer de l'énergie thermique à une source chaude. Donc ça, c'est le fonctionnement ici en hiver. L'objectif est ici de réchauffer encore l'intérieur de l'habitation et donc de lui céder de l'énergie. En été, on va vouloir consommer un travail électrique pour refroidir une maison. Donc finalement, pour prendre de l'énergie à la source froide, l'intérieur de l'habitation. Donc ici, on remarque une chose, une propriété très importante qui a permis la mise en place des machines thermiques, donc la conceptualisation de la thermodynamique et aussi la révolution industrielle, tout simplement. Parce qu'il faut imaginer que au cours de l'histoire, souvent, l'histoire a évolué parce que les sciences ont évolué. Et bien ici, le principe d'équivalence travail-chaleur nous dit simplement qu'il existe des machines qui vont permettre de transformer du travail en chaleur et d'autres machines qui vont permettre de transformer de la chaleur en travail. Donc là, on a un principe d'équivalence, c'est-à-dire que dans les deux cas, on est en train de parler d'énergie et qu'il existe des moyens de convertir l'un en l'autre ou l'autre en l'un. Alors, ici donc, si on regarde plus attentivement ce qui se passe, on constate que très souvent les machines thermiques, les pompes à chaleur ou les réfrigérateurs notamment, on va laisser les moteurs un petit peu de côté pour l'instant, eh bien, dans les machines thermiques, on va souvent avoir une source qu'on peut appeler source froide et une source qu'on peut appeler source chaude. On pourrait rajouter un moteur ici aussi. La source chaude, c'est l'endroit, la chambre de combustion, on pourrait dire. Et la source froide, ce serait l'air ambiant. Alors, ici, qu'est-ce qu'on aurait pour le réfrigérateur? La source froide, c'est l'intérieur. La source chaude, c'est l'extérieur. Donc vous voyez, au fait, souvent, les machines thermiques comme ça vont fonctionner avec deux sources différentes de chaleur, associées à deux températures différentes, et à chaque fois, on aura un échange thermique dans un sens donné. Une pompe à chaleur en été, la source froide, c'est l'intérieur de l'habitation, évidemment. Et la source chaude, c'est l'extérieur de l'habitation. En hiver, on inverse les rôles. La source froide, c'est l'extérieur. Et la source chaude, c'est l'intérieur. Et donc après, on peut à chaque fois essayer de voir ce qu'on va chercher à faire. Avec un réfrigérateur, ce qui va être important, c'est la quantité d'énergie que l'on capte depuis la source froide. Donc ça, c'est le transfert d'énergie qui va nous intéresser. La pompe à chaleur en été, c'est aussi la quantité d'énergie que l'on va capter à l'intérieur de l'habitation qui va nous intéresser. En hiver, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est la quantité d'énergie délivrée à l'intérieur de l'habitation par la machine. Et pour le moteur, ce sera W qui va nous intéresser. Donc ici, vous voyez qu'en fonction du contexte, en fonction de la machine que l'on va étudier, on va pouvoir définir ce qu'on appelle l'efficacité ou le rendement, E ou état. Alors, pourquoi est-ce qu'on a deux noms? Parce que l'efficacité peut être supérieure à 1, alors que le rendement, souvent, sera inférieur à 1. Alors, c'est à chaque fois la même chose, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va définir l'efficacité ou le rendement comme étant l'énergie utile, donc finalement le transfert thermique que l'on veut générer, le transfert d'énergie que l'on veut générer plus exactement, sur l'énergie dépensée, donc l'énergie nécessaire pour que le système fonctionne. Alors, ici on peut réfléchir à quelques cas, on y reviendra plus tard, mais c'est bien d'y réfléchir dès maintenant, pour essayer de voir un petit peu comment ça va tourner.
Donc ici, eh bien, si on réfléchit au fonctionnement d'un moteur, par exemple, ce que l'on veut créer avec un moteur, c'est un transfert de travail vers l'extérieur. Donc si on prend la valeur absolue du transfert, on sait que W sera inférieur à 0, ce sera moins W. Qu'est-ce qui a dû être fourni pour que le moteur fonctionne? L'énergie liée à la combustion du carburant. Donc le transfert thermique depuis la source chaude compté positivement. Donc pour un moteur, on sait que le rendement de manière générale, ce sera moins W sur QC. Si on travaille sur un réfrigérateur, là on va parler plutôt d'efficacité, et on sait qu'on va vouloir voler de l'énergie à la source froide, QF supérieur à 0, et que pour cela, on aura besoin de consommer le travail électrique. Donc pour un réfrigérateur, ce qu'on va appeler l'efficacité, alors elle va être supérieure à 1, d'où ce nom-là à ce moment-là, et bien ce sera QF sur W. Pour une pompe à chaleur en hiver, et bien à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va vouloir créer? On va vouloir céder de l'énergie thermique à l'intérieur de l'habitation, donc le transfert compté positivement c'est moins QC, et on va consommer le travail électrique W pour y arriver. Donc là, vous voyez un petit peu les différentes catégories de rendement que vous allez croiser. Donc là, ou d'efficacité. Donc là, vous avez les trois grandes catégories. Alors, pour décrire le fonctionnement d'une machine thermique, on va toujours se rapporter à un système, le fluide caloporteur, c'est-à-dire le fluide chargé d'échanger le travail et la chaleur avec l'extérieur. Alors, pour un moteur thermique, ce sera le mélange air plus carburant. Pour le réfrigérateur ou les pompes à chaleur, eh bien, ce sera le fluide chargé d'effectuer les échanges thermiques qui va interagir avec l'extérieur. Donc pour les moteurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Très rapidement, eh bien, on l'a déjà plus ou moins dit précédemment, on sait que ce qui va nous intéresser pour le moteur, c'est le fait qu'on ait un travail W qui sera inférieur à 0. Pour un réfrigérateur, ce qui va nous intéresser comme échange, c'est QF qui va être supérieur à 0, c'est-à-dire qu'on va recevoir de l'énergie thermique depuis la source froide. La pompe à chaleur en été, même chose. La pompe à chaleur en hiver, on veut réchauffer l'intérieur de l'habitation, on veut donc lui céder de l'énergie thermique. Alors maintenant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin dans la description ici, en définissant ce qu'est une machine thermique cyclique. Alors, une machine thermique cyclique, on a dit que le fluide revient périodiquement dans le même état. Et donc, si on a contact avec un seul thermostat, c'est-à-dire une seule source de chaleur à une température fixée, on va parler de machine thermique cyclique monotherme. Si on a un contact avec deux thermostats, alors en général on va appeler ça une source chaude à la température TC, une source froide à la température TF, eh bien on va appeler ça une machine thermique cyclique ditherme. Alors, pour modéliser des machines cycliques dithermes, eh bien on va considérer que le système, on va noter sigma majuscule, c'est le fluide caloporteur. Donc on va placer le fluide caloporteur au centre de notre schéma. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien on sait que sur une machine cyclique ditherme, on va avoir contact avec un thermostat à la température TC qui va occasionner le transfert QC. Un thermostat à la température TF qui va occasionner le transfert thermique QF. Et puis, avec l'extérieur, on va avoir le travail W qui sera échangé. Alors j'oriente toutes les flèches dans ce sens. Pourquoi? Pour indiquer que les transferts sont algébriques.
Autrement dit, si QC, QF et W sont supérieurs à 0, le système reçoit de l'énergie. Et donc, on a bien l'énergie qui vient de l'extérieur pour aller au sein du système. Et donc, si jamais QC, QF et W sont inférieurs à 0, l'énergie est cédée à l'extérieur. Alors, on va maintenant appliquer le premier principe à une machine cyclique d'iterme. Alors, machine cyclique, eh bien, ce qu'on va faire, on va appliquer le premier principe à un cycle. Autrement dit, l'état initial et l'état final sont identiques. Alors, comme U est une fonction d'état, eh bien, on sait que la variation de U sur un cycle est nulle. C'est-à-dire qu'on va faire UF moins UI, ce qui va donner 0. Et ceci vaut W plus QC plus QF. Donc ici, j'ai appelé W le travail échangé sur un cycle, QC le transfert thermique depuis la source chaude sur un cycle, et QF le transfert thermique depuis la source froide sur un cycle. Et donc le premier principe ici appliqué à une machine cyclique d'iterme nous donne ce résultat-là. La somme W plus QC plus QF égale 0. Alors, maintenant, je vais utiliser le second principe. Donc le second principe, je sais encore que je vais l'appliquer à un cycle, et je sais, là aussi, que S est une fonction d'état. Comme S est une fonction d'état, je sais que delta S sur un cycle vaut 0. Et delta S sur un cycle, ça vaut S échangé plus S créé. Or, S échangé, eh bien, on sait que c'est QC sur TC au niveau de la source chaude, plus QF sur TF au niveau de la source froide, plus S créé. Donc ici, d'où ça vient? On rappelle que S échangé, on rappelle que petit delta S échangé, c'est petit delta Q sur T de la surface extérieure. Et donc, quand j'ai contact avec la source chaude, eh bien j'ai le transfert thermique QC avec la surface extérieure du système qui a TC, échange avec la source froide, j'ai le transfert thermique QF avec la température extérieure qui est à TF. Donc c'est-à-dire que le système, au fait, va être à deux températures différentes. Enfin, en fonction de l'endroit où il se trouve dans le système. Alors, ici, je sais une autre chose, je sais que S créé est supérieur ou égal à 0. Donc si S créé est supérieur ou égal à 0, ça veut dire que j'ai 0 qui vaut QC sur TC plus QF sur TF plus SC. Donc j'ai QC sur TC plus QF sur TF qui va être inférieur ou égal à 0. Ceci est l'inégalité de Clausius. Alors on peut dire que c'est la formulation du second principe adaptée aux machines thermiques cycliques d'iterme. Donc QC sur TC plus QF sur TF égale moins S créé, et donc inférieur ou égal à 0. Et donc je sais une chose aussi instantanément, je sais que si le cycle est réversible, S créé égale 0, ce qui va impliquer que QC sur TC plus QF sur TF égale 0. Ça, c'est un cas très particulier.
Alors, là donc on a vu les implications du premier et du second principe quand on les applique à une machine thermique cyclique d'ITER. Alors maintenant on va voir qu'il existe un autre énoncé du second principe, qui est un énoncé historique, dit énoncé de Kelvin, qui nous dit qu'il n'existe pas de moteur cyclique monotherme. Alors ça veut dire que s'il y a une seule source de chaleur, donc si j'ai ce type de schéma de fonctionnement, autrement dit, eh bien je n'arrive pas à créer un moteur, c'est-à-dire à avoir W inférieur à 0. Alors, d'où vient cette démonstration? Eh bien, je vais appliquer le premier principe. Sur un cycle, je sais que delta U sur un cycle vaut 0, vaut W plus Q. Le second principe sur un cycle, nous dit que delta S sur un cycle vaut 0, vaut Q sur T, plus S créé. Or, S créé est supérieur ou égal à 0, ce qui va impliquer que Q sur T est inférieur ou égal à 0. Or, je sais également que W vaut moins Q. Et je sais que T, température en Kelvin, est supérieure, on peut dire ou égale à 0, mais bon, température strictement nulle, on aura du mal à l'atteindre. Donc avec ces deux conditions, eh bien, je vais obtenir que W est forcément supérieur ou égal à 0. Donc le respect du second principe impose que le travail est positif ou nul pour une machine cyclique monotherme. Donc finalement, si le travail ne peut pas être négatif, eh bien je ne peux pas fournir de travail à l'extérieur avec cette machine, donc je ne peux pas créer de moteur. Donc ici, pour un moteur cyclique, il faut au moins deux sources de chaleur. Donc ça, c'est quelque chose d'assez important. Alors, derrière, on va essayer d'avoir une approche très générale maintenant des machines thermiques, d'essayer d'avoir un diagramme qui va nous permettre d'envisager tous les cas possibles. Et pour cela, on va utiliser des diagrammes dits de Ravo. Alors les diagrammes de Ravo, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation graphique de QC en fonction de QF pour une machine cyclique d'ITER. Donc là, on place QC en ordonnée, QF en abscisse, et on trace différentes droites. Alors, on va tracer une droite de séparation des moteurs et des récepteurs. Alors ça va se baser sur le premier principe. On sait que delta U sur un cycle vaut 0, vaut W, plus QF, plus QC. Donc ce qui va impliquer que W vaut moins QF, moins QC. À la séparation des moteurs et des récepteurs, eh bien je vais avoir W égale 0. En effet, W supérieur à 0 indique un cycle récepteur, W inférieur à 0 indique un cycle moteur. Et donc ici, je veux obtenir une droite de séparation d'équation 0 égale moins QF moins QC, soit QC égale moins QF.
Donc ici, on va avoir deux zones sur le graphique qui vont être séparées par la droite d'équation QC égale moins QF. La zone pour laquelle moins QF moins QC est supérieur à 0, ce qui veut dire que W est supérieur à 0, qui va être la zone des récepteurs. Et la zone où moins QF moins QC sera inférieur à 0, qui sera la zone des moteurs. Donc là, vous voyez sur le graphe, ici, on va pouvoir déjà distinguer deux zones. La zone des récepteurs et la zone des moteurs. Les deux étant séparés par la droite dont l'équation est donnée ci-dessus. Alors, en plus de ces deux zones, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on va avoir une deuxième droite que l'on va pouvoir tracer grâce à l'application du second principe. Le second principe nous dit que delta S sur un cycle vaut 0, vaut S échangé, donc QC sur TC plus QF sur TF, plus S créé. Ce qui va donner S créé qui vaut moins QF sur TF, moins QC sur TC. Or, on sait ici que pour qu'une transformation soit autorisée par le second principe, donc simplement pour que le second principe soit applicable, il faut que S créé soit supérieur ou égal à 0. Et donc, on va avoir une séparation entre les configurations autorisées et les configurations interdites lorsque S créé égale 0, ce qui va correspondre aux transformations réversibles. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour S créé égale 0, je veux obtenir que 0 vaut moins QF sur TF moins QC sur TC, soit QC égale moins TC sur TF QF. Et donc là, j'obtiens une deuxième séparation. Ici, c'est une séparation qui va être plus stricte. C'est une séparation entre ce qui est autorisé par le second principe et ce qui est interdit par le second principe. Alors là, on voit que ce qui est autorisé par le second principe, c'est tout ce qui va me donner S créé supérieur ou égal à 0. Donc si moins QF sur TF moins QC sur TC est supérieur ou égal à 0, on va avoir la zone où on a les transformations autorisées. Si moins QF sur TF moins QC sur TC est inférieur strict à 0, j'ai des transformations interdites par le second principe. Donc ici, bien en gros, si je résume, voilà, je vais avoir la zone des transformations autorisées d'un côté de la séparatrice ici, et une zone de transformation interdite. Alors maintenant, je vais prendre le graphe en question. Alors j'ai deux équations de droite séparatrice à placer. QC égale moins QF. QC égale moins QF, je vais la placer ici. Coefficient directeur, moins 1. L'autre coefficient directeur est plus fort en valeur absolue parce que TF est inférieur à TC. Ici, j'ai un coefficient directeur moins TC sur TF, avec la droite finalement représentative de QC vaut moins TC sur TF QF.
Alors, derrière, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien, je peux dire que tout ce qui se situe au-delà de la droite en pointillé, ici, donc au-delà sur la partie droite du graphe, c'est la zone pour laquelle moins QF sur TF moins QC sur TC est inférieur strict à 0. Donc ça, c'est la zone des transformations interdites. De l'autre côté, donc, j'ai les transformations autorisées. Alors, maintenant, je sais que j'ai la séparation des moteurs-récepteurs sur l'autre droite. Et donc, si je regarde attentivement ce qui va se passer, eh bien, je vois que la zone des moteurs, c'est une zone très restreinte. C'est la zone présente ici. Et donc, tout le reste constitue la zone des récepteurs. Alors ensuite, eh bien, je vais diviser le diagramme en 4 zones, très simplement. Les 4 zones qui peuvent m'intéresser, c'est cette zone, la zone 1. Alors dans cette zone 1, je sais que j'ai un fonctionnement possible en moteur. Alors ici, dans un cas moteur, j'ai QC qui va être positif, QF négatif, et par définition de la zone dans laquelle je me trouve, W négatif. Donc, si j'ai un fonctionnement moteur, j'ai forcément un transfert thermique qui va être reçu depuis la source chaude et céder à la source froide. Là, on pense assez bien à ce qui se passe. Le moteur au contact de l'air ambiant se refroidit, donc il transfère de l'énergie thermique à l'air ambiant, et le mélange air plus essence a bien reçu de l'énergie au moment de la combustion depuis l'extérieur. Alors, dans le cas 2, qu'est-ce qui va se passer dans cette zone-là, dans la zone des récepteurs? Dans cette zone, je vais avoir QC supérieur à 0, QF inférieur à 0, avec W, à qui on est dans la zone des récepteurs, sera supérieur à 0. Donc là, quel va être le fonctionnement de cette machine? Je reçois un transfert thermique depuis la source chaude, je le cède à la source froide en consommant un travail. En gros, je suis en train de créer un transfert thermique qui existe déjà naturellement. Donc ici, peu d'intérêt. Dans la zone 3, je vais avoir QC qui va être inférieur à 0, QF qui va être inférieur à 0, W qui va être supérieur à 0. Bon, là, en gros, pourquoi est-ce que j'ai 2 sources de chaleur? Je ne sais pas très bien, parce que je suis en train de consommer un travail mécanique pour transférer de l'énergie thermique à 2 sources à des températures différentes. Bon, il y a peu de machines qui vont fonctionner selon ces principes-là. Dans ce cas-là, il vaut autant consommer le travail mécanique sur place à côté de chacun des thermostats, si on veut, pour créer le transfert thermique. Et puis, il va me rester la dernière zone, la zone qui va se situer ici, que je vais numéroter par 4. Cette zone-là, alors, elle va avoir un peu d'intérêt quand même. Pourquoi? Parce qu'ici, si je regarde, je suis en train de créer QC inférieur à 0, QF supérieur à 0, avec W positif. Donc là, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé une machine qui va forcer le transfert thermique dans le mauvais sens. C'est-à-dire que je prends de l'énergie à la source froide pour en céder à la source chaude. Ça va à l'inverse du transfert thermique naturel qui veut que la chaleur
aille dans un sens d'homogénéisation de la température, c'est-à-dire que le transfert thermique se fasse de la source chaude vers la source froide. Donc là, j'ai créé soit un réfrigérateur, soit une pompe à chaleur. Alors ici, donc, en gros, si on résume les différents fonctionnements, on voit que j'ai toute une zone interdite par le second principe. Et dans la zone autorisée par le second principe, j'ai une zone attribuée au récepteur, donc la zone qui est sous la droite représentative de QC également QF, et une toute petite zone pour les moteurs, et une toute petite zone pour les réfrigérateurs et les pompes à chaleur. Donc là, ça me donne une sorte de cartographie globale des différents types de machines possibles. Et donc, je retiens ici que j'ai deux catégories de machines que je ne vais pas croiser très souvent. C'est les machines qui vont consommer du travail pour créer un transfert thermique vers les deux sources. Bon, ça, finalement, je ne vois pas d'application directe concrète de ceci. Soit je vais avoir des machines qui consomment du travail pour forcer un transfert thermique dans un sens où il s'effectue déjà naturellement. Or ça, on pourrait envisager certains dispositifs qui facilitent un transfert thermique qui se fait déjà naturellement. Par exemple, c'est l'idée, si on veut, d'un ventilateur dans un ordinateur, ce genre de choses. Mais c'est pas une machine thermique à proprement parler. Donc ces dispositifs existent, mais ne seront pas étudiés en tant que machine thermique. C'est-à-dire qu'il y a des moyens plus simples, finalement, de réaliser technologiquement ces dispositifs. Alors, ceci était donc la première partie du cours sur les machines thermiques, qui nous donne une vue d'ensemble de celle-ci. Donc on retient finalement que l'objet d'étude machine thermique revient à étudier le système qui est le fluide qui circule, que ce fluide peut échanger de la chaleur ou du travail avec l'extérieur, qu'en fonction des signes, on se rattache à un cahier des charges donné, à un rendement donné. Et donc l'objectif maintenant, ça va être d'essayer d'étudier de manière systématique les moteurs, les réfrigérateurs, les pompes à chaleur, d'établir leur rendement et de voir comment on peut optimiser le rendement, calculer le rendement maximal, etc. Tout ceci sera étudié dans le prochain cours. En attendant, il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode.